Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Est-ce la fin de la crise du carburant? Les salariés de 3 raffineries ont voté la reprise du travail. Plus aucun dépôt ne serait bloqué ce soir. Pour autant, la journée a été encore compliquée pour les automobilistes et l'essence rare. Jean-François Renucci de la Fédération Chimie Énergie CFDT nous dira pourquoi ils ont voté le déblocage. Le gang des barbares, jugé en appel, 17 jeunes comparaissent à huis clos pour leur implication présumée dans l'assassinat d'Ilan Halimi. Le parquet avait jugé leur condamnation trop clémente. Michel Alliot-Marie se dit prête à témoigner. À une semaine des élections de mi-mandat, scrutin crucial aux États-Unis et qui risque de coûter cher à Barack Obama, gros plan sur la classe moyenne, grande victime des crises financières et immobilières. Notre reportage dans le Nevada. 2 tiers de satisfaits, c'est le résultat d'une grande consultation lancée sur le Pôle emploi, 18 mois après sa création. Nous verrons ce qui va et ce qui ne va pas dans cet organisme né de la fusion de la NPE et des ACDIC. Et puis 300 jours de détention pour nos confrères Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, toujours otages en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Un grand concert de soutien est organisé ce soir au Zénith avec de nombreux artistes. Alain Souchon sera en direct avec nous. La situation est-elle en train de se débloquer dans les raffineries de pétrole? C'est ce que nous allons voir en détail dans un instant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'essence était encore une denrée rare aujourd'hui dans plusieurs départements. L'une de nos équipes a fait l'aller-retour dans le Val-de-Marne. Comme dans toute l'Île-de-France, la journée aura été compliquée pour les automobilistes. Caroline Thébault, Lorraine Christoflour. Et 1, et 2, et 3-0. Pas facile de faire le plein aujourd'hui dans le Val-de-Marne. Et nous ne sommes pas les seuls à faire la tournée des pompes. C'est vraiment introuvable pour l'instant. Ouais. Niveau 98, je pensais que c'était plus le gasoil où on allait le galérer, mais en fait même l'essence. Rien ne sert de tenter, c'est vide. Une semaine qu'on a pour rien. Une semaine que c'est fermé? Ouais, depuis vendredi dernier, on devait avoir ce matin et du coup on n'a pas eu et c'est pas sûr pour demain non plus. Alors forcément, quand une station est ouverte, c'est la ruée. Toutes ces voitures à l'arrêt font la queue pour un peu d'or noir. Pour certains, c'était la panne sèche. C'est du n'importe quoi, franchement. J'ai tombé en panne, là, j'aurais pu tomber en panne sur l'autoroute, la dépanneuse, la merde. Courage, plus que quelques mètres avant la délivrance. C'est pas grand-chose, mais en ce moment, c'est un grand bonheur. Vous êtes soulagé? Très. D'autres ont eu moins de chance. On est en bas l'essence. Car de retour à Paris, les galères continuent. Allô, oui, bonjour, c'est pour une panne d'essence, s'il vous plaît. C'est pour venir me chercher à Porte d'Italie. La capitale n'est semble-t-il plus le paradis des 2 roues. Le temps de chercher, j'ai épuisé mes stocks. Donc là, la journée? La journée, elle est foutue. Là. La moto va aller au garage, moi je vais rentrer chez moi et ma journée, elle ne sera pas payée. Alors on prend ses précautions. Je fais réserve parce que sinon je roule trop et puis après il n'y en a plus. Là, vous pourrez rouler combien de temps avec ce bidon? Avec ça, au moins une semaine. Des stations ouvertes, il y en a. C'est cher, 1,65 € le litre de 95. Vous êtes prêt à payer ce prix-là? Il n'y a pas de choix, sinon je pousse. Même si c'est 2 €, on remplir. Des prix justifiés pour le pompiste. Nous on paye cher les produits de course automatiquement, on est obligé de remonter. Ouais. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, c'est comme ça. Voilà, merci. Nous prolongeons notre route vers Rouen. Dommage, sur l'autoroute A13, ce n'est pas vraiment mieux. Station prise d'assaut, automobilistes qui patientent, comptez ici 1 heure d'attente et qui s'inquiètent. On est sur la bande d'arrêt d'urgence, rien n'est sécurisé, les camions passent à fond, se décalent. La société d'exploitation n'a rien mis en place. C'est fatigant hein, tout le temps de venir faire la queue pendant des heures. Et ça va durer jusque quand? Pour nous, le périple touche à sa fin et pour cause, nous sommes dans le rouge. Alors, va-t-on vers une amélioration? Les salariés de 3 raffineries ont voté la reprise du travail. Tous les dépôts de France externes seraient débloqués ce soir, notamment l'un des plus importants, celui de Fos-sur-Mer. On fait le point avec Sarah Bernuchon et Mourad Bouretima. Pour la première fois depuis 10 jours, le portail de la raffinerie de Reichstadt s'ouvre. Ici, le blocage est levé. Même chose à Gravenchon et à Fos-sur-Mer. Au total, sur les 12 raffineries de la métropole, 9 sont toujours en grève. Du côté des 219 dépôts de carburant, tous fonctionnent désormais normalement, à l'exception de ceux situés à l'intérieur des raffineries toujours en grève
et 2 grands puits ici en orange où les salariés ont été réquisitionnés. L'approvisionnement des stations-service devrait donc s'améliorer. Je crois qu'on peut avoir comme objectif d'avoir demain les 4/5e du système fonctionnement normalement. Mais à l'heure actuelle, pour le gouvernement, difficile de se prononcer sur un retour à la normale. Alors peut-être que notre invité va pouvoir nous aider en direct avec nous. Jean-François Renucci, bonsoir monsieur, vous êtes secrétaire général de la Fédération Chimie Énergie CFDT. D'abord, pourquoi levez-vous la grève ce soir dans 3 raffineries ? Oh, ce n'est pas nous qui décidons de lever la grève. Je pense que les salariés ont décidé de changer de forme d'action pour toujours manifester leur désaccord face au projet de la réforme des retraites qui est présenté aujourd'hui. Et ils ont choisi ensemble et démocratiquement de mettre fin à leur mouvement de blocage de ces raffineries, donc c'est tout à fait respectable. Vous dites changer de forme d'action, donc ça veut dire que ce n'est pas un essoufflement du mouvement. Quelles sont les actions éventuelles qui se préparent ? Ce n'est pas un essoufflement du mouvement, puisque vous savez que l'intersyndicale a décidé de 2 mouvements de manifestation le 28 novembre, le 28 octobre et le 6 novembre. Les salariés de ces raffineries seront probablement dans ces mouvements de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. J'espère bien que les autres suivront également et que que le gouvernement reviendra au dialogue social plutôt que d'envoyer la répression syndicale avec les CRS dans les raffineries. Alors soyez un tout petit peu plus précis, quelle est la stratégie syndicale maintenant ? La stratégie syndicale, elle est toujours la même. Nous demandons au gouvernement de reculer sur le projet de la réforme des retraites. Nous lui demandons de ne pas soumettre au vote du Parlement ce projet qui est injuste. Et les salariés sont toujours mobilisés, quels que soient les secteurs d'activité. Les salariés des raffineries avaient choisi de mettre leur action dans un mouvement de blocage assez dur des raffineries. Aujourd'hui, ils sont démocratiques, ils reconnaissent bien évidemment la démocratie parlementaire et politique et par conséquent ils ont choisi pour certains d'entre eux déjà de mettre fin à leur mouvement de blocage dès ce jour pour 3 raffineries. Les autres continuent dans leur forme d'action pour l'instant. Sauf que la loi est votée, en tout cas elle le sera définitivement après-demain, ça veut dire que le gouvernement a gagné. Je ne pense pas que le gouvernement a gagné, puisque comme vous le savez, à coup de sondage les uns derrière les autres, l'opinion publique soutient majoritairement l'action des syndicalistes qui sont opposés à ce projet de réforme injuste. Par conséquent, je ne pense pas que le gouvernement a gagné quoi que ce soit dans cette réforme. J'espère bien qu'il va réfléchir, qu'il va inviter les organisations syndicales au dialogue social et à se repencher sur l'ensemble du financement de ce système de protection des travailleurs et des salariés pour la retraite. Jean-François Renucci, Fédération Chimie Énergie CFDT, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Alors les raffineries et les dépôts de carburant sont le point central, on l'a bien compris, depuis plusieurs semaines de la contestation de cette réforme des retraites. Quelles conséquences pour l'économie ? Christine Lagarde estimait ce matin que les grèves avaient coûté entre 200 et 400 millions d'euros par jour. Le patronat avance le chiffre de 4 milliards depuis le début du conflit. Ce qui est certain, c'est le manque à gagner quotidien pour un certain nombre de professions. Julien Beaumont, Guillaume Beaufils. Comme tout le monde, les bus de transport public de Rennes contraints de faire le plein dans des stations grand public. Nos cuves sont pas réapprovisionnés, nos cuves à nous, on n'est pas prioritaire, donc on se débrouille. On se débrouille comme on peut, quoi. Donc ça perturbe le fonctionnement, j'imagine. Un petit peu, on fait des heures en plus. Autre exemple, ces artisans taxis. 1 heure d'attente minimum et pendant ce temps, le compteur ne tourne pas. Au niveau du kilométrage maintenant, on essaie de faire très attention. On ne roule pas comme avant, on ne marotte pas, on ne cherche pas le client. Maintenant, là on arrive, on s'arrête, on attend le client là-bas. Et du coup, on a une baisse d'activité. Ouais Bernard, je suis à la station là. Bon là c'est pas possible. Même constat pour les transporteurs routiers. Pour eux c'est 600 litres qu'il faut trouver, quitte à prendre du retard sur leur livraison. La priorité c'est chercher du carburant. Donc je suis allé livrer ce matin et là maintenant je retourne pas sur l'entrepôt, je vais trouver du carburant quelque part. Pause journal imposé pour ce chauffagiste, des dépannages l'attendent, mais pour lui l'équation est simple. Plus d'essence, plus de travail, plus de dépannage. Des chrysanthèmes victimes inattendues de cette pénurie. Ici, l'activité est en recul de 20%. La semaine dernière, les différents événements, plus les craintes par rapport au carburant, ont sûrement freiné la vente.
Le patron vient tout juste de trouver un peu de gasoil pour assurer les premières livraisons. Mais il faut faire vite car après la Toussaint, son stock vaudra moitié moins. Et enfin, pour conclure sur la réforme des retraites, la commission mixte paritaire est tombée d'accord aujourd'hui sur un texte commun. Après examen de celui-ci demain par les sénateurs, mercredi par les députés, la loi devrait être définitivement adoptée, puis promulguée autour du 15 novembre. Mais l'opposition qui dénonce un naufrage démocratique pourrait saisir le Conseil constitutionnel, ce qui retarderait cette échéance. Ce serait l'une des plus fortes hausses depuis 30 ans. Nos factures d'électricité devraient subir une nouvelle augmentation de 3% en janvier. Cela reviendrait, si cette hausse est confirmée, à plus de 6% en 6 mois. Il s'agit de financer le développement de l'énergie solaire. Le procès en appel du gang des barbares. Les audiences se déroulent à huis clos, sans le leader de la diabolique équipée, Youssouf Fofana, condamné à la perpétuité pour l'assassinat d'Ilan Halimi. Il n'a pas fait appel. Le parquet, lui, avait estimé que ses complices présumés n'avaient pas écopé de peines assez lourdes. Dominique Verdaillan, Alexis Fischer. Ce second procès, la mère d'Ilan Halimi aurait voulu qu'il soit public. Mais 2 des 18 accusés étaient mineurs au moment des faits. Alors, comme en première instance, les débats auront lieu à huis clos. Pour la maman de Ilan, c'est une déception dans la mesure où le combat qu'elle mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat égoïste pour elle, mais c'est un combat pour essayer de montrer ce qui s'est passé. Même déception pour la compagne d'Ilan Halimi. Ilan, il est mort à cause de la loi du silence. Et je considère aussi que le monde a le droit de savoir ce qu'il a vécu. Youssouf Fofana ne sera présent au procès que comme simple témoin. Alors pour les avocats des 18 complices présumés, ce huis clos va d'abord permettre aux accusés de s'exprimer plus librement, mais uniquement à l'intention des jurés. Un procès n'est pas fait pour avoir une vertu pédagogique. Un procès est fait pour que la justice soit rendue et qu'elle soit rendue au nom du peuple de France. Ensuite, les décisions sont portées à la connaissance de la justice et ces décisions peuvent avoir une vertu pédagogique. Mais le procès, ce n'est ni le cinéma, ni le théâtre, ni la fosse au lion, c'est le procès. Un second procès qui ne satisfait donc personne, à tel point que des avocats de la défense sont cités comme témoins. Michel Alliot-Marie, qui est à l'origine de ce procès en appel. La garde des Sceaux a fait savoir qu'elle était à la disposition de la cour d'assises si elle le jugeait nécessaire. 3 mises en examen dans la mystérieuse affaire de la Verrière. C'est l'enquête sur la défenestration collective d'une famille qui a causé la mort d'un bébé de 4 mois pendant le week-end dans les Yvelines. La piste d'un acte sataniste, d'abord évoqué par le parquet, s'éloigne au profit de celle d'une bagarre familiale. La ville de Montpellier très émue au lendemain de la mort de celui qui en a été le maire pendant près de 30 ans. Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, s'est éteint hier après-midi dans son bureau. Nombreuses sont les réactions aujourd'hui entre souvenirs d'un élu local d'envergure et personnalités controversées. Véronique Gaglione, Sylvain Daubat. Depuis hier soir, l'hôtel de région est resté fermé, comme pris par surprise par le décès brutal de son président Georges Frêche. Ses collaborateurs sont désarmés. C'est toujours dans les projets, on était toujours dans l'avenir. Donc quand on est toujours dans l'avenir, c'est compliqué d'imaginer que ça puisse s'arrêter un jour. Il était président de région, président d'agglomération, ancien député, mais surtout depuis 27 ans, maire de Montpellier. Un bâtisseur auquel aujourd'hui on rend hommage. C'est lui qui a changé tout Montpellier. On a beau parler ou critiquer sur lui ou quoi, mais c'est quelqu'un de bien. Est-ce que ça n'était pas quand même quelqu'un de très autoritaire? Oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours su dépasser un petit peu son propre individu, parce qu'il a fait vivre une ville, une région bien au-delà de son petit ego ou son gros ego, peu importe. Ces réalisations font oublier ici ces écarts de langage, souvent perçus comme un parler vrai, proche des gens. C'est les méridionaux, c'est pour ça qu'à Paris ils ne peuvent pas comprendre. Les méridionaux, bon, il y a des langages comme ça. Pas beaucoup de monde qui parlait de ces écarts de langage sur Montpellier. J'en ai jamais entendu parler à part sur les médias. Georges Frêche occupait tout l'espace, souvent dans l'excès. Il n'a laissé que peu de place pour favoriser un successeur. Reconquérir l'Ouest, Barack Obama a été en campagne tout le week-end pour soutenir les candidats démocrates. Une tournée plus que nécessaire à une semaine des élections de mi-mandat. Et alors que le président des États-Unis est en déficit de popularité, il s'est rendu dans le Minnesota ou encore
dans le Nevada. Le Nevada dont le taux de chômage est le plus élevé des États-Unis et où la classe moyenne a payé le prix fort de la crise financière conjuguée à la débâcle immobilière. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos correspondants Stéphane Bretner et Aaron Daimon. Aux portes de la ville plantée dans le désert, une multitude de taches blanches. Ce sont des dizaines de caravanes que l'on dirait abandonnées. Mais en approchant, on trouve bien âmes qui vivent. Donald Hanna, 47 ans, a perdu son travail il y a 1 an et demi. Il était charpentier, avait une maison, une femme. Aujourd'hui, pour vivre, il ramasse des canettes vides. Avant, je me faisais 40 $ de l'heure. Aujourd'hui, si j'arrive à gagner 6 $ par jour, je suis content. Ouais, c'est dur. J'aurais jamais imaginé que l'Amérique puisse tomber si bas. Donald Hanna appartenait à la classe moyenne, celle que Barack Obama promettait d'aider. La crise a tout changé et ruiné les espoirs de ces Américains, désormais au bord du gouffre. J'aime toujours l'Amérique. C'est le plus grand pays du monde. Mais les gens devraient se tourner vers les autres, plutôt que de penser qu'à eux. Par Hump, c'est 35 000 habitants et 20% de chômage, le taux le plus élevé du pays. À l'église baptiste du Chemin de l'Espoir, tous les dimanches se ressemblent. Dans ses prières, le pasteur ne demande qu'une chose: du travail et de l'argent. Eldora Mills s'était employée dans un casino. Depuis 1 an, elle n'a pas eu une offre d'emploi. J'ai vraiment cherché partout et il n'y a vraiment rien ici, rien du tout. J'ai même essayé de faire du babysitting. Elle survit grâce à la banque alimentaire de l'église. Après la messe, cette mère de 2 enfants vient faire quelques provisions. Avec 28 $ par mois de coupons alimentaires, on va pas loin. Là, j'ai du riz, des haricots. Si j'y vais doucement, je peux tenir la semaine. On mange toujours la même chose, mais bon. Pour Sandy Tucker, la responsable, les temps aussi sont durs. Chaque semaine, 200 familles viennent demander de l'aide. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 mois. On a tellement plus de sous que j'ai juste acheté du riz et des haricots. Un magasin nous a donné des pommes de terre et je puise dans ce stock de patates douces et d'oignons depuis 2 semaines. À Las Vegas, les casinos et les hôtels sont dans le rouge, comme tout l'État du Nevada. Malgré les 700 milliards d'euros injectés dans l'économie, les Américains ont l'impression que cela n'a servi à rien. Ici, 1 maison sur 15 est saisie. Une agence immobilière propose même la visite en bus des maisons à vendre. Les prix sont divisés par 2 et ce couple du Nebraska n'a pas eu de scrupules. Quand on a acheté notre maison il y a 40 ans, on avait épargné pour se l'offrir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens achètent une maison comme ça sans en avoir les moyens. Redonner du travail aux Américains, voilà le principal argument de campagne des candidats. Mais ce que craignent les démocrates, c'est un vote sanction contre Barack Obama pour son incapacité à redresser l'économie américaine. Il est 20h16. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Pourra-t-on un jour consulter son médecin par téléphone ou sur Internet? Pratique déjà développée aux États-Unis ou en Suède. Les téléconsultations pourraient un jour arriver en France, mais à certaines conditions, vous verrez. 28 millions d'adeptes des jeux vidéo en France et de plus en plus de joueurs en réseau. Le marché explose grâce à des jeux de stratégie de plus en plus sophistiqués. Et puis cela fait 300 jours que nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont otages en Afghanistan. Un grand concert de soutien est organisé ce soir au Zénith à Paris. Mais d'abord, 2 tiers de satisfaits, c'est le résultat d'une grande consultation lancée sur le Pôle emploi. Cet organisme né il y a 18 mois de la fusion de la NPE et des ACDIC. Malgré ce plutôt bon résultat, certains dysfonctionnements persistent. Le point avec Romain Messi et Alain Locasio. C'était il y a un peu plus d'1 an. Nous avions passé une journée entière dans cette agence Pôle emploi du nord de la France. Et la file d'attente révélait une triste réalité. Passage obligatoire au téléphone pour obtenir un entretien. Vous avez qui au bout du fil là? Personne. La musique. Vous me donnez des certificats parce que... Scène de colère entre cette demandeuse d'emploi et sa conseillère. Pratiquement 1 année sans être payée, alors donc ça commence à bien faire. Je passe assez de temps ici, chez vous, pour essayer de vous expliquer plein de choses. Et désarroi face à la recherche d'emploi. Je m'inscris, j'essaie de trouver du travail moi-même par intérim, parce qu'ici, ils ne trouvent rien. Donc, il ne faut pas compter sur ici pour trouver du travail. Aujourd'hui, nous sommes retournés dans une agence Pôle emploi en Île-de-France. Et pour les chômeurs que nous avons rencontrés, l'ambiance a quelque peu changé.
Dès l'accueil, très bien. Au niveau de l'inscription, pas de souci. Mon dossier a été pris en charge rapidement. Tout se passe bien, les gens sont sympathiques et ont la volonté de bien faire. Un discours neuf qui reflète cette étude menée par le gouvernement. Aujourd'hui, 2/3 des chômeurs interrogés se disent globalement satisfaits de Pôle emploi, 1 an et demi après sa naissance. Pour nous, c'est une consultation intéressante qui permet de sortir des caricatures. Non, tout ne va pas mal à Pôle emploi. Et en même temps, non, tout n'est pas parfait à Pôle emploi. Et du côté de ce qui n'est pas parfait, il y a toujours ces embouteillages au guichet de Pôle emploi. Dans cette agence d'Île-de-France, on compte 150 chômeurs pour un conseiller, beaucoup trop, de l'aveu même du directeur. On aurait moins de demandeurs d'emploi, on ferait un travail plus efficace. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est un petit peu en manque d'effectifs et qu'on est obligé de faire des arbitrages de manière à pouvoir satisfaire tout le monde avec un niveau de qualité minimum. Alors que le chômage continue d'augmenter, Pôle emploi devrait perdre une partie de ses agents en CDD affectés en renfort pendant la crise. Le 9 novembre prochain, ils seront donc en grève pour protester contre le manque de moyens. Pourra-t-on bientôt consulter son médecin sur Internet ou par téléphone? Pratique déjà développée aux États-Unis ou en Suède. La possibilité de diagnostic et de prescription pourrait être autorisée en France à certaines conditions. En tout cas, peut-être une solution pour les zones sous-médicalisées. Le point avec Nathalie Sapena et David Dameda. En Suède, les généralistes passent plusieurs heures par jour avec leurs patients au téléphone. Bonjour, Philippe Franklin, allô. De vraies consultations. Je vais te faire une nouvelle ordonnance, avec 2 fois plus de boîtes pour que ça dure plus longtemps. Qui donnent même lieu à des prescriptions par Internet. En Suède, le téléphone a remplacé le stéthoscope dans de nombreux cas. En France, la télémédecine en est au balbutiement. Ce site Internet, par exemple, 8 médecins répondent à des questions de façon sécurisée mais limitée pour l'instant. On a mis en place toute l'infrastructure technique du site pour permettre demain peut-être de faire une prescription, donc d'envoyer une ordonnance par mail. Aujourd'hui, on ne le fait absolument pas. Ce n'est pas un acte médical. Aujourd'hui, on ne parle que de dialogue. Un dialogue, ce n'est pas une consultation et les clients internautes ne sont pas des patients. Le récent décret qui autorise la télémédecine ouvre aux fondateurs de ce site des perspectives nouvelles. Ils espèrent un jour imiter la Suisse et ses gros centres d'appel, ses millions d'abonnés et ses milliers d'ordonnances par jour. La télémédecine, les médecins français n'y sont pas opposés, mais à condition qu'elle concerne des patients qu'ils connaissent déjà. Plus l'examen est succinct, moins la consultation sera valide. Je crois que ce n'est pas un problème de déontologie, c'est un problème de sécurité sanitaire pour le patient. Je ne ferai pas de consultation complète par téléphone. Le développement de la médecine à distance et des nouvelles technologies est une des pistes privilégiées pour lutter contre les déserts médicaux. Et votre avis nous intéresse sur ce sujet. Voici la question du 20h. Seriez-vous prêt à consulter un médecin par Internet? Votre réponse jeudi à la même heure. Vous répondez sur www.france2.fr. Une seule paire de lunettes pour toute l'humanité. Un physicien britannique a développé des lunettes ajustables à toutes les vues. Un projet essentiellement destiné aux pays en développement. Julien Pelletier. Elles ne sont peut-être pas au top de la mode, mais ces lunettes pourraient bien être une révolution. Ces Rwandais les essayent pour la première fois. Certains, myopes depuis toujours, se sont habitués à vivre dans le flou. Aujourd'hui, ils redécouvrent le monde. Les lunettes inventées par ce physicien anglais fonctionnent avec de toutes petites seringues qui permettent d'écarter ou rapprocher 2 verres et ainsi adapter les lunettes à sa vision. Je garde les 2 yeux ouverts, je cache un œil et je règle doucement. Les seringues sont ensuite retirées. Dans les pays en développement, seuls 5% de la population porte des lunettes, 10 fois moins qu'en Europe. Les montures sont trop chères et les ophtalmos trop rares. Avec ces lunettes, plus besoin d'intermédiaire, le patient ajuste lui-même la correction. Elle tenait une petite boutique. Quand elle a mis les lunettes pour la première fois, elle était tellement heureuse. C'était l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Chaque paire coûte 14 € à fabriquer, mais son concepteur espère faire baisser le prix et équiper 1 milliard de personnes dans les 10 ans à venir.
Le destin à la fois magique et tragique des déesses du Népal. Selon la tradition ancestrale, ces petites filles choisies parmi des milliers sont l'incarnation vivante d'une déesse hindoue. Ces Kumaris, c'est comme ça qu'on les appelle, sont adulées, mais seulement jusqu'à leur adolescence. Reportage de nos correspondants en Inde, Pierre Monégier et Dominique Marotel. Ils sont venus par milliers de tout le Népal. Ont attendu des heures pour enfin apercevoir, au milieu de la foule, leur déesse. Cette petite fille en rouge n'a pas d'âge, pas de nom. Pour tous les Népalais, elle est la Kumari, leur déesse vivante. C'est formidable de la voir en vrai. Une déesse en pierre, ça ne parle pas, mais une déesse vivante, si. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Aujourd'hui est un jour sacré. Exceptionnellement, elle entre en contact avec ces simples mortels. Même le président du Népal vient recevoir sa bénédiction. Le reste du temps, cette fillette de 4 ans vit dans une prison dorée. Moi, je ne voudrais pas ça pour ma fille. La Kumari vit cloîtrée dans son palais, loin de ses parents, et elle n'a pas le droit de sortir. Une enfance déconnectée de la réalité et une vie d'adulte marquée à jamais. C'est au fond d'une ruelle de Katmandou que nous retrouvons la doyenne des déesses déchues. Car la Kumari, adulée jusqu'à l'adolescence, est expulsée de son palais dès ses premières règles et remplacée par une autre. Il y a 80 ans, c'est Diyal Kumari Shakya qu'on vénérait. Aujourd'hui, cette photo de 1930 est tout ce qui lui reste de sa gloire passée. Quand ça s'est arrêté, j'ai beaucoup pleuré. Je voulais que ça dure toujours. Le retour parmi les siens est douloureux. La Kumari n'a reçu aucune éducation, elle sait à peine marcher car on l'a portée toute son enfance. Et certains considèrent qu'une fois déchue, elle porte malheur. À l'époque, pour ma grand-mère, ça a été très difficile de se réadapter. Elle ne savait rien faire, elle ne savait pas comment tenir un foyer. Ça n'empêche pas ses parents de pousser leur fille vers la voie divine. L'élu doit être de l'ethnie Newari, posséder 36 traits physiques rappelant la déesse et surtout, ne pas trembler lors de l'épreuve finale. Une nuit dans une salle obscure, entourée de carcasses d'animaux, sous les hurlements d'hommes masqués. Cette avocate, elle-même issue de l'ethnie Newari, a tenté de faire évoluer la tradition de ses ancêtres. On prétend traiter ces petites filles en déesses, mais en fait, on ne les respecte même pas en tant qu'enfants. Il faut que leurs droits soient respectés. C'est grâce à cette action en justice que Priti, la dernière Kumari, a reçu un semblant d'éducation lors de sa vie de déesse et réintégré plus facilement le monde réel il y a 2 ans. Ça ne me dérange pas de plus être Kumari. Je me sens bien dans ma nouvelle vie. Le Népal n'est plus un royaume depuis 2 ans, c'est désormais une république laïque. Mais il y a un culte auquel le gouvernement n'osera pas s'attaquer, celui de ces petites déesses. Les Kumaris n'ont jamais été aussi populaires. 20 000 personnes évacuées aujourd'hui sur l'île de Java en Indonésie. Regardez, le volcan Merapi s'est réveillé pendant le week-end et l'éruption était imminente. Aujourd'hui, l'île a été placée en état d'alerte maximale. Le succès des jeux vidéo en réseau. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à aimer se mesurer aux autres et surtout à bâtir des stratégies collectives de jeu. Il faut dire que leur imagination est largement stimulée par les nouveautés. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Démodés les petits soldats de plomb, bien au contraire, ils se sont installés dans les ordinateurs et sur Internet. Là, je joue la France. Civilisation 5e du nom vient juste de sortir. Dans ce jeu, il faut conduire son peuple de la préhistoire à la conquête de l'espace. Ça se fait à coups de canon ou par des moyens plus pacifiques. Vous pouvez gagner culturellement, scientifiquement, par le bonheur de votre peuple, par les réformes que vous faites. Il y a plein de manières différentes de jouer et de gagner en fait. Le succès de ce jeu, c'est en plus le mode multijoueur. Je suis en train de concocter une alliance avec la Russie. Jouer en ligne avec des internautes qui sont à l'autre bout du monde, ça permet d'avancer plus vite dans la partie. Antoine, 10 ans, est fan de Dofus, un des jeux en réseau les plus connus. En France, jusqu'à 200 000 internautes y jouent simultanément. Dans cet univers qui mêle médiéval, magie et fantastique, il retrouve régulièrement ses amis d'école. J'ai un copain, on combat ensemble, il peut m'aider, il m'aide. Donc après l'expérience est partagée en deux quand on gagne, quand on fait les combats, mais c'est plus facile.
Imaginer une stratégie, créer des alliances, ça prend du temps. Et pour conserver les joueurs, les concepteurs des jeux en réseau ont une astuce, la partie ne s'arrête jamais. Ce sont d'abord des jeux qui sont très très longs. Pour faire progresser un personnage, ça met des dizaines, voire des centaines d'heures. Et ensuite, ce sont des jeux à univers persistant. Ça veut dire que le jeu continue même quand vous n'y jouez plus. Le réseau est-il l'avenir du jeu de stratégie? Une chose est sûre, le nombre des adeptes augmente chaque jour en France. Il y a 300 jours exactement, nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier étaient enlevés en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Un grand concert de soutien est organisé ce soir au Zénith de Paris. On va y revenir dans un instant. Aujourd'hui, des rassemblements de solidarité ont eu lieu un peu partout. 11 Français sont actuellement retenus en otage dans le monde. Gérard Grisbeck. C'est un moment tout à fait inédit sur un territoire à forte majorité musulmane, ici à Mayotte. Une prière pour la libération des 2 otages et de leurs 3 accompagnateurs afghans, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les Français sont nos partenaires, ce sont nos frères. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous. On ne pouvait pas rester là à fermer les yeux et les oreilles, faire comme si cela ne nous atteignait pas. En France, encore aujourd'hui, de nombreuses initiatives ont été prises, comme ici à Amiens, pour rappeler qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont otages depuis 300 jours. Toujours en province, cette fois à Bordeaux, en présence du maire de la ville, Alain Juppé. Un appel a été lancé pour ne pas relâcher la mobilisation. Enfin, à Nantes, une campagne de signature d'une pétition pour réclamer bien sûr la libération au plus vite des 2 journalistes et de leurs 3 accompagnateurs afghans. Et donc ce soir est organisé au Zénith de Paris par France Télévisions et le comité de soutien d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier, un grand concert. Il sera retransmis en direct tout à l'heure sur France 3 à 20h35 parmi les nombreux artistes présents sur scène. Alain Souchon, bonsoir, merci d'être en direct depuis le Zénith avec nous. Pourquoi est-il important pour vous de jouer ce soir pour les otages ? Eh bien parce qu'on sait que les otages, il y a des tas de parlementations qui ont lieu au niveau des gouvernements et tout, mais il faut que aussi bien les talibans afghans que Hervé, Stéphane et leurs accompagnateurs sachent qu'il n'y a pas que ces parlementations, comme on dit au niveau gouvernemental, il y a tout le peuple français, 66 millions de personnes. Ici, il y a 6 000 personnes qui pensent à eux et les 66 millions de personnes en France qui pensent à eux. Et on espère que cette ferveur populaire ira jusqu'à eux. Vous les entendez? Oui, on les entend. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure, Alain Souchon. Merci beaucoup. Grand concert de soutien donc ce soir au Zénith de Paris et retransmis en direct sur France 3 à 20h35. On ne les oublie pas. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Est-ce bientôt la fin de la crise du carburant? C'est encore difficile à dire. Les salariés de 3 raffineries ont voté la reprise du travail. Plus aucun dépôt ne serait bloqué ce soir. Pour autant, vous l'avez entendu dans ce journal, la CFDT entend changer de stratégie. Il était difficile de trouver de l'essence aujourd'hui. Jean-Louis Borloo, ministre de l'Énergie, affiche un objectif de 4 stations-service sur 5 en fonctionnement demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo, Tania Young. 20h35, votre série Cold Case, affaires classées. 22h10, mots croisés, présenté par Yves Calvi. Je vous retrouverai demain à 20h. C'est Sophie Le Saint qui vous informera à 13h. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.